Alors, on va écouter la présentation du docteur Anne Meyer, qui est coordonnatrice du Centre de référence pour les maladies mitochondriales de l'enfant et de l'adulte Caramel, en collaboration avec Julie Stéphan, au laboratoire de génétique moléculaire, sur la thérapie de remplacement mitochondrial contre les troubles de l'ADN mitochondrial vers une application clinique. Là, je vois pas mon diapo. Donc, je me présente, Anne Meyer, je suis médecin biologiste dans le service de biologie de la reproduction à l'hôpital Béclair et je réalise ma thèse de science au sein du centre de référence pour les maladies mitochondriales de l'enfant et de l'adulte, ma thèse de science qui est co-dirigée par le professeur Julie Stéphan. D'où le sujet d'aujourd'hui, la thérapie de remplacement mitochondrial dont nous allons parler. La première question à se poser, c'est qu'est-ce que les mitochondries ? Donc, chacun d'entre nous, dans cette assemblée, nous sommes tous composés de cellules, des cellules qui sont une unité fonctionnelle et structurale qui forment nos tissus, nos organes et notre corps en règle générale. Ces cellules sont composées d'un noyau au centre qui contient l'ADN parental, l'ADN de la mère, l'ADN du père qui sont hérités, et puis des petites usines à énergie, des petits grains qui sont pas dans le noyau, mais qui sont autour du noyau, dans l'enveloppe de la cellule, et ces petits grains s'appellent les mitochondries. Ces mitochondries possèdent un ADN qui leur est propre, l'ADN mitochondrial, et cet ADN est très important, et ces petites mitochondries, en fait, elles produisent de l'énergie par le sucre et les graisses, et du coup, ces mitochondries sont il y a plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de mitochondries par cellule. Ça dépend du type de cellule et du type de tissu. Ces mitochondries, on l'a dit, elles existent dans toutes les cellules et elles existent aussi dans les gamètes femelles et les gamètes mâles. Les gamètes femelles, les ovules, autrement appelés les ovocytes, et les gamètes mâles, les spermatozoïdes. Donc, le gamète femelle, c'est ce que vous voyez à gauche, la grosse cellule, et le spermatozoïde qui va venir, lors d'une procréation, féconder l'ovule. Les mitochondries du spermatozoïde, qui se trouvent ici, qui sont sous les petits éclairs, lors de la fécondation, ces mitochondries qui sont portées par le spermatozoïde vont être détruites par un phénomène qu'on appelle l'ubiquitinisation. Et les mitochondries à l'intérieur de l'ovule, eux, vont rester lors de la fécondation. Donc finalement, la transmission de ces mitochondries vont être réalisées uniquement par la mère, la future maman, puisque les mitochondries du spermatozoïde, elles, vont être détruites. Donc les mitochondries, encore une fois, sont transmises uniquement par la mère. Contrairement à l'ADN nucléaire, lui, on l'entend bien, qui est porté par le spermatozoïde et par l'ovule, et quand il va y avoir rencontre des deux, les deux vont se mettre en commun. Les mitochondries, lorsqu'elles fonctionnent normalement, tout va bien, mais des fois, il existe des maladies mitochondriales qui sont dues à des petites variations dans cet ADN propre à la mitochondrie, des petites variations, autrement appelées des mutations. Et effectivement, les mitochondries, du coup, elles s'arrêtent de fonctionner correctement et la cellule, du coup, et les tissus, voire les organes, ne vont plus fonctionner correctement. C'est ce qui va engendrer derrière des maladies mitochondriales qui peuvent toucher tous les organes, le cerveau, les muscles, les intestins, le cœur, et ça fait partie il y a plusieurs types de maladies mitochondriales. L'ADN mitochondrial, donc on l'a vu, il y a plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de mitochondries par cellule. Et à l'intérieur d'une même cellule, on peut avoir une coexistence d'ADN mitochondrial muté et d'ADN mitochondrial non muté. Donc des mitochondries qui vont être saines et des mitochondries qui vont être atteintes. Ce ratio, ce seuil, va déterminer l'apparition de la maladie. Quand on va avoir un seuil qui est
supérieure à un certain pourcentage, du coup, on a plus de mitochondries atteintes à l'intérieur de nos cellules, et c'est à partir de ce seuil que la maladie va être déclenchée. Lorsqu'on se trouve en dessous du seuil, donc vous voyez, on a plus de mitochondries vertes saines que de mitochondries atteintes, dans ce cas-là, la maladie ne va pas se déclencher. C'est ce qu'on appelle l'hétéroplasmie. Les traitements actuels de ces maladies mitochondriales, ils sont symptomatiques et ont pour but de réduire la morbidité et la mortalité. Les grands challenges actuels, c'est de 1, développer des traitements curatifs et 2, développer des stratégies de prévention de la maladie pour ne pas transmettre la maladie. Les moyens de prévention actuels, les techniques qu'il existe, sont la première, d'utiliser un ovule pour ne pas transmettre la maladie à la descendance, d'utiliser un ovule d'une donneuse qui, du coup, a des mitochondries saines et de bypasser l'ovule de la mère génétique qui est à risque de transmission de la maladie. C'est le don d'ovocytes. Donc on féconde un ovocyte d'une donneuse avec un spermatozoïde, le spermatozoïde du conjoint. Donc on bypasse complètement la transmission de l'ADN mitochondrial. La deuxième technique, c'est le diagnostic prénatal, une grossesse spontanée, et puis on va définir le risque d'apparition de la maladie chez le fœtus, et ensuite ça peut derrière aboutir à une interruption médicale de grossesse, si ce risque est trop important. Et la troisième technique, c'est le diagnostic préimplantatoire, donc on arrive en amont de la grossesse, on va déterminer ce risque de transmission de la maladie sur l'embryon qui a été effectué in vitro au laboratoire. Avec les étapes suivantes que vous pouvez voir. 1, on féconde l'ovocyte avec le spermatozoïde en introduisant le spermatozoïde par une petite pipette à l'intérieur de l'ovocyte. Donc cet ovocyte, imaginons, avec un risque de transmission de la maladie. Et vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle l'enveloppe de l'ovocyte. C'est tout le milieu que vous voyez là. Ensuite, le lendemain de cette fécondation, on va visualiser au sein de cet ovocyte ce qu'on appelle les pronoyaux. Les pronoyaux qui contiennent l'ADN parental et l'ADN parental apporté par le spermatozoïde et l'ADN parental apporté par l'ovocyte. Ces deux pronoyaux, vous pouvez les voir au milieu de la photo suivante avec un pronoyau appartenant à l'ovocyte et un pronoyau appartenant au spermatozoïde. Ces deux pronoyaux vont se mettre en commun, vont donner une seule et même cellule, et cette seule et même cellule va ensuite se diviser, ce qu'on appelle le phénomène de mitose, en 2 cellules, puis en 4 cellules, pour aboutir à un embryon que vous pouvez voir sur les images d'après. Le but du diagnostic préimplantatoire, c'est d'aller chercher 2 cellules, donc 2 cellules dans cet embryon, de faire l'analyse génétique donc sur cet embryon et de ne réimplanter à l'intérieur de l'utérus de la mère les embryons qui sont à faible risque d'engendrer une maladie mitochondriale avec ce fameux seuil d'hétéroplasmie, donc des seuils d'hétéroplasmie qui sont bas. Alors, il y a certaines limites à ces techniques que nous avons vues avant, dans la diapo d'avant. Et une des autres techniques qui est en cours de développement, qui est développée dans certains pays et en France, qui fait l'objet de notre projet actuel de recherche, c'est la thérapie de remplacement mitochondrial. Cette thérapie de remplacement mitochondrial a pour objectif de retirer les mitochondries atteintes en remplaçant l'enveloppe de l'ovule atteint par une enveloppe d'ovules donneuse d'ovocytes et en conservant l'ADN des 2 parents, donc l'ADN des noyaux du père et de la mère. Donc on utilise une enveloppe d'une donneuse qui contient des mitochondries saines. Cet ovule de donneuse va être fécondé par le spermatozoïde, imaginons, du conjoint. Et puis, de même, on va féconder l'ovule qui contient une enveloppe atteinte par le spermatozoïde du conjoint. On va arriver à l'image qu'on a montrée précédemment, avec 2 pronoyaux à l'intérieur que vous pouvez visualiser, puisque le spermatozoïde est rentré dans l'ovule. Et puis, on va venir retirer ces pronoyaux
et insérer les pronoyaux donc, qui contiennent l'ADN nucléaire, hérité du père et de la mère. On va venir prendre ces pronoyaux et les insérer dans une enveloppe qui est saine. Donc pareillement, on a pris les pronoyaux du père et de la mère dans l'enveloppe de la donneuse, et c'est cette enveloppe de la donneuse qu'on va utiliser. Donc on conserve l'ADN des parents biologiques et on utilise une enveloppe qui contient des mitochondries saines. Cette technique, elle a été d'abord utilisée et mise au point chez la souris dans les années 80 aux États-Unis, et puis ensuite il y a eu une application chez l'humain dans les débuts des années 2000, et puis ensuite on a eu l'application clinique avec une première naissance qui est née d'une technique un peu dérivée de celle-là, mais dont l'objectif est exactement le même, en 2016. Cette technique est autorisée, donc pas en France, on est d'accord, mais est autorisée au Royaume-Uni depuis 2015 et très récemment en Australie en 2022, dans ce cadre-là des maladies mitochondriales. Cette technique, bien entendu, soulève un bon nombre de questions, des questions éthiques, puisque ces naissances qui sont relatées, enfin cette naissance en tout cas qui est relatée, a été reprise par la presse comme bébé à 3 parents, avec l'ADN des parents et l'enveloppe et les mitochondries de la donneuse. Et puis, il y a tout un aspect, et des questions éthiques dues aussi de cette manipulation de l'ADN et de l'introduction de l'ADN dans un nouvel ovule. Et puis, beaucoup de questions sur les aspects législatifs d'un point de vue réglementaire, puisqu'effectivement, cette technique est appliquée dans le champ des maladies mitochondriales, mais on peut imaginer une dérive réglementaire avec l'utilisation de cette technique pour d'autres objectifs. Et également, ça fait recours au don d'ovocytes, à l'anonymat du don. Il y a plein de questions autour de ça qui se posent. Et un des grands champs des questions aussi, c'est la conséquence et la sécurité de ces manipulations sur l'embryon. On va revenir sur les conséquences et la sécurité de cette thérapie de remplacement mitochondrial. Les questions qui se posent sont les suivantes. 1, lorsqu'on va venir chercher les noyaux dans l'ovule qui est atteint, on va emmener avec nous, ça c'est lié à la technique, quelques mitochondries qui sont atteintes. Ces mitochondries, on va les replacer, alors il n'y en a pas beaucoup, mais on va venir les replacer dans une enveloppe qui contient des mitochondries saines. Les mitochondries saines sont majoritaires, mais les mitochondries atteintes sont quand même là. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'il peut exister un phénomène de réversion où on aurait une multiplication de ces mitochondries atteintes au sein de l'enveloppe qui finalement prendrait le pas sur les mitochondries saines et réintroduirait la maladie. Et puis, la question qui se pose aussi, c'est qu'on va emmener les noyaux dans un environnement, dans une enveloppe qui lui est totalement étrangère, et du coup avec une compatibilité noyau-enveloppe qui peut-être ne serait pas optimale et aurait des conséquences sur le développement de l'enfant. Et une autre question, c'est la toxicité des produits utilisés pour faire ces micromanipulations, puisqu'il va falloir fusionner les noyaux avec la nouvelle enveloppe pour que les deux s'accrochent l'un avec l'autre. Et ça demande l'utilisation de certains produits. Et la question se pose sur la toxicité de ces produits utilisés. Donc, c'est toutes ces questions relatives aux conséquences du transfert de pronoyaux que nous essayons de répondre à ces questions via notre projet de recherche autorisé en 2016 et renouvelé en 2021 par l'Agence de biomédecine et qui est porté par les professeurs Stéphane et les professeurs Achour-Schneves. Et donc, notre projet de recherche est véritablement focusé sur le transfert de pronoyaux, cette technique-là. Nous travaillons nous ne créons pas d'embryons pour la recherche, nous travaillons à partir d'ovocytes qui ont mal fécondé lors d'une prise en charge de couples infertiles. Donc normalement, un ovocyte, quand il est correctement fécondé, il a 2 pronoyaux, le mâle et le femelle, et puis quelquefois, il arrive que l'ovocyte féconde mal et qu'on visualise à l'intérieur de l'ovocyte non pas 2 pronoyaux, mais 3 pronoyaux, comme vous pouvez le voir, avec là 1, 2 et 3 pronoyaux. On sait très bien que ces ovocytes ne se développent pas en embryon par la suite, ou alors s'ils se développent, après la conséquence sur la grossesse est très mauvaise. Et du coup, nous, quand on visualise ça au laboratoire,
on écarte directement ces ovocytes mal fécondés et on ne l'utilise pas ni pour la culture embryonnaire, ni pour la sélection embryonnaire, pour mettre un embryon dans l'utérus. Donc on les écarte directement. Donc on propose aux couples de les donner à la recherche et après leur consentement, on va utiliser ces embryons incorrectement fécondés. Et on va faire cette micromanipulation en allant chercher les 3 pronoyaux, en conservant 2 et en allant remettre 2 pronoyaux dans une enveloppe, pareil, où on est venu chercher les 3 pronoyaux et en effectuant cette fusion. Et puis après, on va étudier les conséquences, sur le développement de l'embryon, puisqu'après avoir fait cette manipulation, le but quand même pour l'application clinique, c'est que l'embryon se développe pour espérer avoir ce qu'on appelle un blastocyste qu'on pourrait imaginer replacer dans l'utérus de la mère. Et une fois qu'on a ces embryons, étudier l'impact génétique de cette micromanipulation sur les embryons. Donc, ces études sont en cours. On est passé par des étapes intermédiaires, puisque tout projet de recherche engendre de nouvelles questions. Du coup, on est passé par des étapes intermédiaires et, bien entendu, on a des résultats préliminaires qui demandent encore à être analysés. Donc, finalement, en conclusion, la thérapie de remplacement mitochondrial, c'est une technique assez récente. On l'a vu dans le début des années 2000. On a très peu d'informations sur les bébés issus de ces techniques, avec un embargo qui est fait notamment au Royaume-Uni sur ces bébés. On n'a pas de suivi de cohorte, en tout cas, c'est pas publié, des enfants issus de ces techniques. C'est une technique innovante qui est porteuse d'espoir pour les patientes atteintes de maladies par mutation de l'ADN mitochondrial. Ça soulève, nous l'avons vu, beaucoup d'interrogations qui doivent trouver leur réponse avant une réelle application en clinique. C'est un projet qui est en cours, qui est financé par l'AFM et c'est un projet qui est menacé, qui est attaqué par notamment une association avec plusieurs arguments, la création d'embryons pour la recherche, donc ça on a dit que ce n'était pas le cas, qui est un parallèle est fait avec le clonage, ça on a dit non plus, il ne s'agit pas du tout de clonage. Donc voilà, donc on délivre aussi l'information que c'est un projet de recherche qui est autorisé et on n'est pas du tout dans ces champs-là qu'on vient de citer. Je vous remercie de votre attention. Et je remercie les équipes aussi à la fois parce que c'est un projet collaboratif entre Béclair et Necker. Donc je remercie toutes les équipes des 2 centres. Merci beaucoup. C'est un sujet complexe, mais j'ai trouvé que c'était vraiment clair. Vraiment, j'ai presque tout compris. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, je suis très ignorante sur les mitochondries, hein. Mais lors de la division des cellules, je suppose que la répartition des mitochondries est variable d'une cellule à l'autre. Oui. C'est-à-dire le pourcentage de cellules atteintes. Très ignorante, mais bien très bonne question. Alors, oui, tout à fait. C'est une des questions qui est soulevée et en fait, ce qui a été publié, notamment par l'équipe de recherche du professeur Stéphane, c'est que finalement, c'est assez homogène. Julie, tu m'arrêtes. Dans les cellules, quand on regarde le pourcentage retrouvé dans chaque cellule, ouais. En tout cas sur l'embryon en préimplantatoire, c'est assez homogène. Le taux retrouvé a été homogène dans toutes les cellules. D'accord. Donc, ma deuxième question tombe, savoir si on pouvait sélectionner chez la femme tout simplement des ovocytes qui seraient peut-être moins riches en mitochondries mutées. Mais c'est un peu ce qu'on fait, mais au stade embryonnaire. Parce que oui, si vous faites l'analyse sur l'ovocyte, vous le détruisez. Donc on se met plus tard sur l'embryon. C'est ça le diagnostic préimplantatoire. Oui, d'accord. On le fait chez l'embryon et il n'y a aucun moyen ni visuel ni morphologique de déterminer ce taux dans un ovocyte. Ok. Je te prends là, Christine, juste une question. Dans ces techniques de manipulation d'ovocytaires, j'imagine que vous regardez aussi après les effets éventuellement sur l'épigénétique. Alors, dans notre projet de recherche, c'est quelque chose que l'on a en tête, qui pour l'instant, en objectif principal, ne va pas être réalisé, mais oui, c'est quelque chose dont on pense. Et une des limites, c'est qu'on part d'un très très petit nombre de cellules, hein, même sur un blastocyste, même déjà
juste regarder l'expression des gènes, c'est extrêmement difficile. Donc, il faut regarder quand même le nombre de chromosomes, être certain qu'on n'en a pas perdu. Faut regarder l'expression génique si possible, parce que c'est un des objets du projet de recherche. Et puis après, regarder l'épigénétique, mais ça sera, je pense, un projet ultérieur, parce qu'il n'y a pas assez de matériel pour tout faire. J'ai juste une petite question. À la question précédente, vous avez bien répondu toutes les deux que c'était assez homogène. Mais quid au niveau tissulaire? Parce que je pense que le besoin n'est pas le même en fonction des tissus. En fait, c'est homogène dans l'embryon au 3e jour de vie, et probablement déjà au 5e jour, on n'est plus très homogène d'une cellule à l'autre, même si ça n'a pas été encore complètement démontré. Et chez les adultes, c'est complètement variable. Si on mesure cellule par cellule le taux de mutation chez les patients, il y a des taux extrêmement, extrêmement variables. Et après, il y a un deuxième facteur qui est en plus tissu par tissu. Par exemple, la quantité de mitochondries est extrêmement variable. Une cellule musculaire contient plus de mitochondries qu'un spermatozoïde, par exemple. Et la deuxième chose, c'est juste un commentaire. Compte tenu des questions éthiques qui se posent très légitimement, ça sera d'autant plus des succès que la question éthique aurait été abordée le plus finement possible. J'ai du mal à comprendre comment ça a déjà été autorisé en Angleterre, aux États-Unis. Avec toutes les questions éthiques qui se posent, c'est un vrai questionnement du fonctionnement, du raisonnement éthique différent d'un pays à l'autre. Alors, ouais. Donc, aux États-Unis, c'est pas autorisé. C'est l'Australie et l'Angleterre. En réalité, on met en balance le risque potentiel lié à la micromanipulation qu'on ferait courir à un enfant, qui est un risque potentiel, a priori pas démontré. La souris se développe relativement bien. Il y a eu aussi des essais chez le singe. On met ça en balance avec le risque de la maladie génétique qui, lui, est extrêmement important. Donc, pour les maladies génétiques d'origine mitochondriale, d'une façon générale, je pense que la communauté a considéré que la balance était en faveur de la technique. Par contre, appliquer ces techniques qui sont développées actuellement dans des laboratoires pour essayer de corriger des problèmes de fertilité, là, le bénéfice n'est pas forcément démontré, et donc la balance, elle n'est pas aussi évidente. Peut-être une dernière question sur l'ensemble des mitochondriopathies. Donc, si j'ai bien compris, sont éligibles celles pour lesquelles il y a une mutation identifiée. Ça représente quel pourcentage parmi les mitochondriopathies, ces personnes mutées? Déjà, c'est les patients qui ont des maladies mitochondriales pour lesquelles on a trouvé une mutation de l'ADN mitochondrial. Parce que quand c'est nucléaire, ça sert encore à rien. Un sous-groupe. Oui. Et ça correspond... alors, c'est impossible à dire sur l'ensemble des patients qui ont des maladies mitochondriales, mais ceux parmi lesquels on a trouvé une mutation, c'est à peu près un tiers des patients qui ont c'est quand même du monde. Mutation de l'ADN mitochondrial. C'est quand même un fort pourcentage. Donc, le champ est large. Très bien, merci beaucoup.